Aujourd'hui, 15 octobre, le Burkina Faso se souvient encore de l'assassinat du président Thomas Sankara. Un 34e anniversaire marqué par un moment de recueillement. Depuis le sommet de l'État, nous consacrons une large page à cette actualité dans ce 20h qui reçoit également Mariam Sankara, la veuve du président Thomas Sankara. Dans l'actualité également, nous sommes à la veille de l'ouverture du FESPACO 2021. Quels sont les dispositifs sécuritaires et sanitaires mis en place dans le cadre de cet événement? Nous ferons le constat dans ce journal avant de recevoir le président du comité d'organisation. L'autre sujet en rapport avec le FESPACO ce soir, c'est le portrait de MC-Z que nous vous proposons, de la musique au cinéma. Quelle a été sa motivation? Le désormais réalisateur et producteur vous répond dans ce 20h. Et puis, une bonne nouvelle pour le Burkina Faso. Minata Samaté, notre compatriote, occupe désormais un poste stratégique à l'Union africaine. Elle a été élue commissaire à la santé, aux affaires étrangères et au développement social. Nous en parlons dans les derniers instants de cette édition. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, 34 ans après l'assassinat du président Thomas Sankara, la tradition a encore été respectée. Cet après-midi, le président du Faso a déposé une gerbe de fleurs au mémorial Thomas Sankara, un moment de souvenir qui a connu la présence de pays amis, de membres du gouvernement, de la société civile et des parents des victimes. Urbain Benito Somé et Nyarkiteda. L'émotion est toujours vive quand les parents arrivent au concert de l'entente. Il est difficile, sinon très dur, pour Delphine Somda d'oublier de sitôt la mort tragique de son père, Der Somda, chauffeur du capitaine Thomas Sankara. J'avais 13 ans. Sincèrement dit, je suis venue parce que je n'avais pas le soir. Sinon, si j'ai le soir, je préfère éviter celui. Parce que les mots me manquent. Voilà. Parce que le jour où mon papa quittait, c'est moi qui lui ai donné la vie, la portée. Donc, sincèrement dit, sachant que je lui ai donné l'habit, lui donner des chaussures pour qu'il porte pour venir mourir ici, c'est souvent un regret pour moi. Voilà, de l'avoir sorti puis ne plus revenir jusqu'aujourd'hui. Il y a 34 ans que le capitaine Thomas Sankara et 12 de ses compagnons ont péri à cet endroit. Un lieu devenu sacré, sacré pour le mouvement sankariste, les organisations de défense des droits de l'homme, mais surtout un symbole de l'indépendance totale du Burkina et du continent africain. Pour le magnifier, le président du Faso en personne traduit ici la compassion de toute la nation burkinabé aux héros d'un jeudi 15 octobre 1987. Par ce geste, la nation rend gloire à ses martyrs, dont les familles et beaucoup de Burkinabés se questionnent encore sur le mobile réel du forfait. Ça fait maintenant 34 ans et maintenant nous avons le sentiment que c'est un problème qui est pris encore par les premiers responsables de ce pays pour que la vérité puisse enfin naître. L'émotion est toujours forte parce que les deuils n'ont pas été faits. Les corps n'ont pas été encore remis aux familles. Et c'est vraiment douloureux. Des enfants qui avaient 11 ans ou 3 mois et qui n'ont toujours pas fait le deuil de leur papa. Il n'y a pas un endroit où se recueillir. Donc c'est vraiment une grosse préoccupation, mais la reconnaissance de la nation les réconforte. À cette cérémonie de dépôt de gerbes, une forte délégation est venue du Ghana et conduite par le fils de l'ancien président défunt, Jerry John Rawlings. Et qu'en est-il de l'évolution du dossier Thomas Sankara et 12 de ses compagnons? Comme vous le savez, le procès s'est ouvert le 11 octobre dernier et renvoyé au 25 octobre prochain. Relativement à ce procès, le collectif des avocats de la campagne Justice pour Sankara a animé une conférence de presse ce 15 octobre. Le point avec Salifou Belem et Olopoda.
Université Thomas Sankara, derrière ses murs, résonne la voix du collectif des avocats de la campagne internationale Justice pour Sankara. Ces avocats de la partie civile dans l'affaire du président Thomas Sankara se réjouissent de l'ouverture du procès le 11 octobre dernier, 34 ans après l'assassinat du père de la Révolution. Un procès qualifié ici d'historique et légitime au cours duquel la vérité devrait triompher. Le tribunal militaire, soit dit en passant, a jugé des présumés putschistes. Le cas le plus récent, c'est l'affaire des Naon, et à l'époque où Diendéré, qui est jugé aujourd'hui, a comparu comme témoin à charge contre eux. Ils ont été condamnés à des peines allant jusqu'à, je crois, 20 ans. 20 ans. Personne n'a eu à redire. Blaise Compaoré était président. Diendéré lui-même était, je crois, chef d'état-major ou particulier du chef de l'État. Il est venu comme témoin. Jamais il n'a dit que ce procès n'était pas équitable. Mais aujourd'hui, quand on leur applique les règles d'un tribunal, enfin, on peut dire, dont les règles ont été améliorées, parce que ce n'étaient pas les mêmes règles qu'à l'époque. Mais là, il crie, au loup. Il dit que c'est un procès inéquitable. Autre polémique qui alimente le débat public, c'est le refus du tribunal militaire de retransmettre en direct le procès. Et l'argumentaire avancé est réfuté ici par les avocats de la partie civile. La question de l'atteinte à la sûreté de l'État ne tient pas, puisque aujourd'hui, les questions de sécurité ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans. Moi, je prends ma petite expérience, je fais beaucoup de droit pénal international. Toutes les audiences sont filmées de A à Z et ça dure des fois sur des années. C'est des choses parce que c'est important pour les archives, c'est important pour que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, les gens sachent ce qui s'est passé au Burkina Faso, quels ont été les acteurs de ces faits. Le collectif des avocats de la campagne internationale Justice pour Sankara dit avoir foi à la justice burkinabé. Pour lui, le tribunal militaire n'est pas une cour martiale et chaque accusé doit saisir ce procès pour se défendre. Les 13 familles des victimes ont besoin de connaître ce qui s'est véritablement passé le 15 octobre 1987, conclut le collectif. Place à l'entretien avec notre invité et comme annoncé, nous sommes avec la veuve du président Thomas Sankara, Madame Mariam Sankara. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous a vu dans le reportage précédent, mais en dehors des activités officielles, comment est-ce que vous passez généralement la journée du 15 octobre? Alors, vous savez que je ne suis pas au Burkina Faso. Je passe la journée là où je suis avec des amis, on a des activités commémoratives et tout. Et je suis entourée d'amis pour la journée en général. D'accord. Et vous avez vu avec nous le président du Faso qui dépose une gerbe de fleurs au mémorial dédié à votre mari. Comment vous appréciez ce geste? Oui, c'est vraiment émouvant. Vraiment émouvant. C'est dommage, c'est pas par manque de respect pour le président, mais le Conseil de l'Entente, j'ai dit que je ne peux pas mettre le pied au Conseil de l'Entente parce que c'est là où a été assassiné mon mari. Cela évoque à moi trop de souvenirs douloureux. Donc, c'est pour ça que je suis pas allée. D'accord. Alors, cela fait donc 34 ans que vous attendez de savoir ce qui est arrivé à votre mari. Et avec l'ouverture du procès, est-ce que vous avez espoir? Oui, j'ai espoir. L'ouverture du procès, c'est un soulagement. Et je pense que les avocats, ils font leur travail comme il faut. Et il faut croire. Et je fais confiance aussi à la justice de mon pays, du Burkina. Je pense qu'on espère, et puis de toute façon, toutes les familles, moi comme toutes les familles, nous attendons que justice soit rendue, qu'il y ait la lumière sur cette affaire. Nous espérons. Alors, on va parler un peu de vos enfants, Philippe et Auguste, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas non plus. Et quelles sont les nouvelles et pourquoi on ne les a pas vus au procès? Mais ils ont choisi de ne pas venir. Parce que, comme vous savez, ce n'est pas une situation facile pour tout le monde. Même nous, bon, ça a commencé et il y a eu suspension, mais quand même, ce sont des moments difficiles.
Mais sinon, ils suivent de là où ils sont, ils suivent tout. D'accord. Il y a aussi l'absence d'un des principaux accusés, en l'occurrence l'ex-président Blaise Compaoré. Et comment est-ce que vous analysez cette situation? Bon, c'est dommage. Comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment regrettable. Je pense que c'était l'occasion pour lui aussi de venir dire ce qui s'est passé, la vérité. Mais il ne vient pas. C'est regrettable. Je pense qu'il devrait assumer ses actes en tant que président. Il ne devrait pas fuir. Parce que les gens attendent la vérité pour dire qu'il a eu plusieurs fois l'occasion. Quand les faits se sont produits, il aurait pu. Parce que c'était quelqu'un qui était reçu dans la famille comme un enfant de la famille. Mais il n'a jamais fait quoi que ce soit envers les parents de Thomas. Il aurait pu faire ça, mais il n'a rien fait pour ça. Et aujourd'hui encore, il ne veut même pas répondre à la justice de son pays. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est dommage. Madame Sankara, avant de revenir à vous, nous allons partir du côté de l'université qui porte le nom de votre mari depuis l'année passée. Il s'agit donc de l'université Thomas Sankara qui a effectué sa rentrée académique ce 15 octobre. Désormais, ce temple du savoir répond mieux à son nom puisque le buste de Thomas Sankara y est inauguré. Salifou Bilem et Oumou Sissi. Faire de l'université Thomas Sankara un pôle d'excellence, c'est l'ambition de ces acteurs en cette nouvelle année universitaire. Innovation, meilleure qualité de l'enseignement et normalisation des années académiques seront les maîtres mots. Tout le monde n'est pas au même rythme, mais on a pu normaliser dans certains cas et dans certains autres cas, la normalisation est en train d'être gagnée. Le message qu'on a passé ici, c'est dire que pour la rentrée prochaine 2022, on souhaiterait que tous ceux qui auront eu leur bac à la session de 2022, que déjà au mois d'octobre, tout le monde commence les cours. Et pour mieux symboliser le nom du père de la Révolution d'août 83, son buste trône désormais ici à l'université. Je pense que ce serait une université qui va nous former des Burkinabés dont nous serons fiers, qui vont participer à la transformation de ce pays, au développement de ce pays. Il avait comme le centre de son action l'homme. Et la formation passe par où? Par l'université. Et donc, je suis vraiment contente que cette université, que sa vision soit proche de celle du président Thomas Sankara. Et un appel est lancé ici à tous les acteurs de l'université à cultiver les valeurs d'intégrité et de patriotisme, des valeurs chères au président Thomas Sankara. En rappel, cela fait 34 ans et précisément un jeudi que le président Thomas Sankara tombait sous les balles au Conseil de l'Entente. Des années sont passées, certes, mais son idéologie demeure une source d'inspiration au Burkina Faso et à l'étranger. Ce soir, nous remontons les souvenirs du président Sankara jusqu'à son village natal à Sitoéga dans le Passoré, Issoufou Kaboré et Karima Bichenga. Jeudi 15 octobre 1987, la nuit tombe sur Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Avec elle, le soleil de la révolution d'août 83 également s'éteint. Ce soir-là, son leader, le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, se couche à jamais. Le fils de la commune de Temaboké dans le Passoré vient d'être emporté par un coup d'état meurtrier au pays des hommes intègres. Nous étions au sport de masse et puis bon, voilà, entendu des coups de canon. Et on a compris que c'était un coup d'état. Mais c'est le degré, c'est le niveau de l'horreur qui a surpris tout le monde, quoi. Thomas Sankara, l'icône de la lutte anticolonialiste, est abattu au Conseil de l'Entente à Ouagadougou, différent du même coup, l'espoir de tout un peuple, celui de tout un continent. Un espoir parti de ce petit village de Sitoéga, village d'origine du capitaine. Son père, Sambo Joseph Sankara, a vu le jour dans cette concession. Thomas Sankara, lui, est né à Yako, mais reste attaché à son village depuis ses années scolaires jusqu'à sa disparition il y a 34 ans. Quand il était élève, il venait ici pendant les vacances avec ses sœurs. Il cueillait les légumes et gardait les troupeaux. Il en a été ainsi même quand il est devenu militaire, premier ministre, président.
Les souvenirs de Thomas Sankara à Site Toyega sont aussi matériels. C'est l'exemple de ses némiers. Ils font partie de plusieurs dizaines d'arbres plantés sur son initiative personnelle. Hormis les arbres, il ne nous a rien donné. Il nous a juste appris à travailler. Il avait promis de revenir, mais ça n'a jamais eu lieu. La ville de Tema-Bokin a un peu plus de chance. 2 sites illustrent la mémoire du camarade président. En plus de cette statue du capitaine réalisée en 2017, il y a 7 parcelles à lui attribuées mais pas encore mises en valeur. Le bâtiment, toujours en construction, qui n'a guère dépassé la hauteur d'un homme jusqu'à présent, même si ses parents s'efforcent de construire, d'ériger quelque chose sur place. Il n'y a pas grand-chose. Tous les témoins de l'époque révolutionnaire à Site Toyega, tout comme à Tema-Bokin, sont unanimes. Thomas Sankara était orienté sur l'intérêt collectif. À l'évocation de son assassinat, son ministre de l'Intérieur regrette une culpabilité collective. Je considère que si nous avions poursuivi notre action, on serait bien loin maintenant. C'est vraiment dommage que c'est nous qui avons suspendu notre propre action. Nongma Ernest Ouedraogo, comme Nouveau Sankara, attend de savoir toute la vérité sur les contours du 15 octobre 1987. Cette vérité, ils espèrent l'obtenir du procès Sankara démarré ce 11 octobre. Alors, les parties prenantes pourront se réconcilier peut-être, disent-ils, et la famille pourra organiser des obsèques dignes de son fils. Seulement, il faut encore s'armer de patience. Le procès est renvoyé au 25 octobre prochain. Alors, Madame Sankara, après ce reportage, on est tenté de dire que votre mari n'a laissé comme héritage que son idéologie. Aujourd'hui, comment est-ce que vous appréciez le sankarisme? Le sankarisme, c'est-à-dire que c'est comme lui, il avait comme valeur, c'est des valeurs éthiques, l'intégrité, l'honnêteté, la justice, le travail bien fait, voilà, et le respect. Donc, qui dit sankariste doit quand même avoir ses valeurs, respecter le bien commun, le bien, la bonne gouvernance. Vous voyez, ce sont ces valeurs. On peut juger le sankariste par ses valeurs. D'accord. Alors, l'autre question qui a été évoquée dans ce reportage, c'est la question de la réconciliation nationale, une question d'actualité au Burkina Faso. Quelle lecture vous en faites? Bon, moi je pense que l'important, c'est la justice. Parce qu'il faut que la justice soit rendue, parce que toutes ces personnes qui sont victimes et tout ça ont besoin de savoir que la justice soit rendue. Et ensuite, bon, maintenant, parce qu'on ne peut pas passer à la réconciliation sans la justice. L'important, c'est la justice. D'accord. Et quand on parle de réconciliation, il y a aussi eu des victimes pendant la révolution, on dirait, dans l'autre camp. Et cette époque n'a pas fait que du positif, selon certaines voix. Et est-ce que vous comprenez la position de ces personnes-là? Ben, je pense que ces personnes aussi doivent avoir des explications pour ce qui s'est passé, parce que des personnes qui étaient pendant la révolution aussi, les responsables et tout, ces personnes ont le droit de savoir, parce que quand on a été victime, on a été touché dans ses droits, on ne peut que souffrir, donc on attend toujours la justice. Moi je comprends, quand j'ai déposé ma plainte, c'est pour que ces violences politiques s'arrêtent au Burkina et ailleurs, parce que personne ne mérite ce genre de situation. Nous sommes les victimes de ce qui s'est passé. Il y a d'autres personnes aussi qui ont subi la même situation. Donc, je sais ce que c'est
comme souffrance, ce que ça pose comme souffrance. Donc c'est tout à fait normal que toute personne qui se trouve dans cette situation demande justice. D'accord. Merci beaucoup Madame Sankara pour ces moments d'entretien relativement au 34e anniversaire de l'assassinat de votre mari, le président Thomas Sankara. Et puisque vous le savez, le président Thomas Sankara était aussi connu pour sa politique de promotion et de consommation des produits locaux. Le sujet est d'actualité durant tout le mois d'octobre dans les pays de l'espace UEMOA. Au niveau du Burkina Faso, c'est ce 15 octobre que le concept du consommant local a été célébré. Les temps forts de la cérémonie avec Lassina Ouattara et Maxime Zongo. L'initiative du consommant local qui vient des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA vise à donner un signal fort à la promotion des produits locaux. L'objectif étant de contribuer à l'intensification des échanges intracommunautaires. Nous avons mis en valeur des produits champions, mais chaque jour de nouveaux produits sortent. Et pour assurer aussi le consommateur, on ne se contente pas de dire consommer local, on fait en sorte que le produit soit de qualité à travers donc la certification. Nous avons établi beaucoup de normes. Nous sommes passés en l'espace de 3 ans à 9 normes à 167 normes aujourd'hui. Et qui fait que tous ceux qui sont dans la production de consommation locale puissent appuyer sur ces normes-là pour proposer des produits de qualité. L'idée qui se nourrit au niveau local par des hommes et des femmes dont leur engagement et leur accompagnement ont permis de produire un impact bien visible a été salué à l'occasion par le premier responsable en charge du commerce qui, du reste, souhaite que leur exemple fasse tache d'huile. Je suis là pour encourager mes pairs producteurs, pour aussi montrer, sensibiliser la jeunesse que par la nouvelle politique de notre gouvernement qui est donnée priorité de consommer local, nous allons encore plus avoir d'emplois en restant au Burkina Faso, en cherchant à travailler sur nos activités locales. Le choix de ce jour 15 octobre pour commémorer le mois du consommé local n'est pas fortuit. En décidant de retenir cette date, les organisateurs ont voulu ainsi rendre un hommage au père de la révolution burkinabé Thomas Sankara, à la base de la fameuse idée « consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons ». Dans l'actualité également, le nouveau chef d'état-major de l'armée de l'air a pris fonction ce 15 octobre. Le colonel Souleymane Ouedraogo vient avec sa vision pour faire face à la crise sécuritaire. Et cette vision est axée sur la détermination, la cohésion entre les forces armées et la formation des hommes. Nous suivons la prise de commandement avec Issa Kafando et Draman Guéné. C'est lui le nouveau patron de l'armée de l'air, le colonel Souleymane Ouedraogo. Pilote confirmé sur 15 types d'aéronefs avec à son actif 3400 heures de vol. Le nouveau chef d'état-major de l'armée de l'air, c'est la détermination face à l'adversité. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est le premier commandement du colonel Ouedraogo à la tête de l'armée de l'air. C'est aussi la fin de mission pour le colonel-major Komsayoama Palemfo. Les grands chantiers du nouveau patron de l'armée de l'air, l'officier de 56 ans. Mon commandement mettra l'accent sur la rigueur et le professionnalisme, sur la collégialité et la solidarité entre les armées. Je vais dans ce sens, mettre les hommes au centre de mes préoccupations, car n'oublions pas que ce sont eux, d'une manière ou d'une autre, qui font voler ces machines. Nous sommes en guerre. Jamais auparavant, l'armée de l'air n'a enregistré un développement aussi soutenu de ses activités aériennes du fait de l'identification des opérations de lutte contre le terrorisme. Depuis 2017, le colonel Souleymane Ouedraogo était jusque-là le chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air. C'est un homme averti qu'il prend les rênes des airs au sein de l'armée burkinabé. Voici ses 3 priorités. La collaboration étroite avec les autres armées sous votre leadership. La poursuite de la réorganisation des structures de l'armée de l'air, comme vous l'avez indiqué, mon général, dans votre discours de prise de commandement. Et la préparation opérationnelle. C'est une cérémonie brève qui consacre la prise de commandement ici à la base aérienne 511. Une cérémonie couronnée par un défilé militaire sous le contrôle du nouveau patron.
Autre titre de l'actualité, et nous parlons du FESPACO qui s'ouvre dans moins de 24 heures. Depuis quelques jours, la commission sécurité est mobilisée pour une meilleure sécurisation de la capitale burkinabé. Les opérations sont menées de jour comme de nuit et les forces de sécurité invitent les citoyens à la collaboration. Constat avec Césaire Carrefour et Sébastien Zongo. Au poste de commandement du groupement mobile de gendarmerie à Ouagadougou, le capitaine Souleymane Koulibaly rappelle la situation générale du pays, marquée par un contexte sécuritaire difficile, avant de revenir sur les dernières consignes de l'opération. C'est une opération de ratissage, de contrôle d'identité et de fouille des véhicules. Il ajoute « Soyez courtois mais fermes et ne cédez pas aux provocations ». Le message est passé aux hommes et femmes de terrain, ensuite embarcation. Au commissariat central de Ouagadougou, les éléments sont aussi prêts pour embarquer. Et là encore, le commissaire Salifou Bila insiste sur les objectifs de la mission. Il s'agit de réduire au maximum les capacités de mouvement et d'action des personnes malveillantes. L'équipe mixte de forces de sécurité intérieure se disperse dans la ville. Nous sommes ici, non loin du siège du FESPACO. Ce buisson sera passé au peigne fin, nous confie le capitaine Koulibaly. Plus loin, au poste de contrôle sur l'axe Ouagadougou-Waïgouya, de longues minutes sont consacrées à la fouille des véhicules et au contrôle d'identité des passagers. Est-ce que ça vous fait qu'on vous contrôle beaucoup comme ça? Non, mais il n'y a pas de souci pour ça. C'est très intéressant. Dans ce cas où il y a l'insécurité, vraiment, ça me va droit au cœur. C'est très content. La meilleure des choses, c'est comme ça. Disons merci aux sécurités de ce qu'ils font pour le bien de la nation. Et si cela continue, ça va éviter beaucoup de délinquance dans notre nation. Il est 22 h. Les responsables de la commission sécurité du FESPACO sont sur le terrain. La commission sécurité, c'est de porter sur le terrain pour voir ce que font les hommes. Parce que nous les avons donné des missions. Nous allons voir déjà si les missions sont bien exécutées et encore les féliciter et encourager pour le travail qu'ils font. Parce que depuis une dizaine, comme je vous ai dit, depuis une dizaine de jours, ils sont là sous les intempéries et font un travail que nous constatons très remarquable. Tout dispositif sécuritaire peut avoir des désagréments. Donc nous demandons de la tolérance et nous demandons à ceux qui se soumettent aux injonctions des agents pour que ça se passe bien. À la fois, il faut prendre donc la sécurité de ces biens, mais il faut participer à la sécurité collective. Je veux dire quoi? C'est-à-dire que je suis témoin d'un objet suspect. Je suis témoin d'une personne suspecte. Il faut tout de suite au moins donner l'information aux agents qui sont sur place. Près de 2500 agents sont mobilisés pour la sécurisation de la ville avant, pendant et après le FESPACO, selon les responsables de la sécurité. Pas besoin de vous dire que cette édition du FESPACO se tient dans un contexte de Covid-19. Il y a quelques jours, un membre de la commission santé rassurait quant au dispositif mis en place pour un FESPACO sans propagation du Covid. Mais qu'en est-il de la réalité à la veille de l'événement? Nous avons fait le constat pour vous et c'est dans ce reportage de Nongba Kouda et Issa Kanana. Zéro contamination au Covid-19 à cette 27e édition du FESPACO. L'ambition est affichée par le ministère de la Santé. Et pour parer à toute éventualité, un important dispositif sanitaire est mis en place sur l'ensemble des sites pour protéger davantage les festivaliers. Pour cette édition, en général, en plus du dispositif sanitaire qui est mis en place contre les différentes maladies, il y a un aspect particulier pour la Covid. Donc on aura au niveau de toutes les salles, on aura des dispositifs pour permettre de contrôler ou de surveiller le port obligatoire du masque, la distribution du gel pour que les gens puissent se nettoyer les mains à tout moment avant l'accès au niveau des salles, et aussi la promotion pour la vaccination quand on sait que la vaccination, elle est là, elle est gratuite, elle est volontaire. Et tous les cas qui seront suspects de maladie, sur place, nous allons pouvoir faire le prélèvement pour écarter la Covid. Donc sur place, nous allons faire le prélèvement et faire les tests de diagnostic rapide de la Covid. Et au besoin, on pourra faire les contrôles avec la PCR. Et ce sont environ 200 agents de santé qui sont donc mobilisés pour barrer la route au Covid-19. Un dispositif sanitaire rassurant
que le ministre de la Santé est venu constater de visu ici au siège du FESPACO. Nous avons vu que le dispositif mis en place, il est correct, il est parfait. En plus des conseils que nous avons prodigués aux organisateurs sanitaires qui sont sur place ici, je crois qu'ils pourront réussir donc l'accompagnement et faire en sorte que le FESPACO se passe bien, que ce ne soit pas une occasion pour que des personnes puissent se contaminer par la Covid-19 et que toutes les personnes qui vont venir de l'étranger ou qui vont se déplacer sur le site ici puissent repartir sans la Covid-19 et en bonne santé. Et je voudrais donc rassurer tout le monde que le ministre de la Santé est là, le ministre de la Sécurité est là, tout le gouvernement est là et nous œuvrons ensemble pour que en tout cas, le FESPACO puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. Un FESPACO sain. Pour le bonheur des festivaliers, le défi est désormais lancé. Porter le masque, éviter de se serrer les mains, se saluer par les coudes et surtout se faire vacciner, ce sont là quelques recommandations du ministre de la Santé à l'endroit de tous les festivaliers du FESPACO 2021. Et à moins de 24 heures de l'ouverture de la Biennale du cinéma africain, les préparatifs vont bon train du côté des palais des sports de Ouaga 2000. Depuis quelques jours, les artistes et créateurs du spectacle d'ouverture sont à pied d'œuvre. Une équipe de reportage a suivi une séance cet après-midi pour vous. Daouda Ouattara et Ahadi Sandamba. L'héritage de Yenenga. Le spectacle d'ouverture de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. C'est un avant-goût du spectacle qui sera donné à voir aux festivaliers. Sur scène, plusieurs dizaines d'hommes et de femmes, dans une harmonie de gestes, exécutent ensemble une chorégraphie bien orchestrée. L'heure est au dernier réglage pour Serge Koulibaly et ses hommes. Le spectacle d'ouverture qui s'appelle Yenenga Legacy, c'est en anglais, donc l'héritage de Yenenga. Dans la première scène que vous avez vue, c'est pour montrer effectivement la force de la jeunesse, l'inventivité de la jeunesse, l'excellence de la jeunesse. C'est pour cela que les danses sont d'une précision extrême. C'est quelque chose de quelques minutes et c'est Didier Awadi qui chante dans la chanson. Donc là, on répétait avec un appareil, mais sinon il y a l'orchestre que vous voyez là et il y a Didier Awadi sur scène. C'est un spectacle inspiré de l'actualité du moment, la résistance et la résilience du peuple burkinabé face aux adversités des forces du mal, mais aussi à la pandémie du Covid-19. Serge Koulibaly appelle ainsi l'ensemble des Burkinabés à une union sacrée. Quels sont les éléments de la force, de la bravoure, la liberté aussi qu'on prend pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est pour parler de ça. C'est pour cela qu'il y a un sous-titre aussi avec ce titre qui est c'est un hymne à la résistance, à la résilience. Dites-nous que nous sommes une montagne et que mille obscurités aussi épaisses soient-elles ne pourront cacher une montagne. Dites-leur. Dites-nous que nous sommes les filles, les fils de ceux qui ont toujours dit non au crépuscule de l'espérance. Dites-leur, dites-nous que nous sommes ceux qui embrassent la mort plutôt que la honte. L'héritage de Yenenga, c'est aussi un hommage particulier au père de la révolution burkinabé. Une partie du spectacle lui est donc dédiée. Ce sont 10 danseurs, 15 acrobates, 10 vedettes de la chanson, 10 comédiens et acteurs de cinéma, des personnalités sportives, des créateurs vidéo, des scénographes et autres techniciens. C'est plus d'une centaine d'artistes, tous sous la coupe de Serge Koulibaly, qui sont mobilisés pour ce spectacle d'ouverture. Voilà, et c'est sur le FESPACO que nous recevons notre second invité dans ce 20h. Il s'agit de M. Salifou Taïta, président du comité d'organisation du FESPACO. Bonsoir, M. Taïta. Bonsoir, madame. Alors, le FESPACO, c'est donc dans moins de 24 heures. Où en êtes-vous avec les préparatifs? Merci de nous recevoir pour parler du FESPACO. Mais avant, je voulais m'incliner devant la mémoire du père de la Révolution, parce que j'ai eu l'honneur de remplacer tout de suite la veuve Sankara sur cette chaise
et je voulais quand même lui rendre hommage parce que c'est en tout cas un grand défenseur du cinéma africain et surtout du FESFACO. Pour le FESFACO, je pourrais vous dire que nous sommes prêts. Et je pense qu'à travers le reportage que nous venons de voir, c'est une récapitulation des préparatifs du FESFACO. Alors, et comme on l'a vu effectivement, la cérémonie d'ouverture, c'est donc pour l'après-midi de demain au Palais des Sports. En dehors de ce qu'on a vu dans le reportage, qu'est-ce qui sera servi au public? Bien, il faut noter que la cérémonie d'ouverture sera ponctuée de discours et d'animation. Et comme vous l'avez constaté, c'est une représentation chorégraphique de notre chorégraphe, cher Aimé Koulibaly, avec toute la crème des artistes musiciens de notre pays et aussi avec les artistes musiciens du Sénégal. Didier Awadi, Baba Mal, qui va assurer le concert de clôture. Donc pour dire que c'est vraiment riche en couleurs et en lumière. Et toute la crème, en tout cas de la musique sénégalaise, s'est déportée ici parce que le Sénégal est le pays invité d'honneur. D'accord. Qui peut venir assister à cette cérémonie et quelles sont les conditions d'accès à la salle? Bien. D'abord, tout le monde peut venir participer à cette cérémonie. Il y a des cartes d'invitation qui ont été données à certaines personnalités, mais il y a des portes qui sont ouvertes au public, à des conditions quand même bien édictées. Il faut venir, il faut se faire scanner au portique. Il ne faut pas venir avec des objets contondants, il ne faut pas venir avec de gros sacs, il faut vraiment être, en tout cas, il faut avoir des masques contre la Covid, il faut respecter les règles de la police et des professionnels de la santé. Alors, on sait que le FESFACO, ce n'est pas que les projections cinématographiques. Qu'est-ce qui sera servi aux festivaliers en dehors des films? Bien, en dehors des films, il faut dire que le FESFACO est une belle rencontre. C'est une grosse fête africaine parce que vous avez la rue Marchande, qui est bien connue, où nous avons en tout cas nos brochettes succulentes et nos poulets et tout ce qu'on peut trouver en tout cas de succulents dans la ville de Ouagadougou. Il faut noter aussi que le FESFACO, c'est aussi des rencontres entre des professionnels et puis des acteurs. C'est aussi des échanges et d'expériences. C'est aussi des relations en matière de production et de coproduction. Alors, et malgré tout, est-ce qu'il y a une garantie en ce qui concerne la sécurité? Bien, je pense que vous avez vu le reportage tout de suite avec le président de la commission sécurité, avec tout son staff qui rassure. Parce que déjà, toute la ville actuellement est quadrillée, il y a des fouilles partout depuis plus de 24 heures. Et je pense qu'ils ont mis toutes les dispositions pour assurer en tout cas un FESFACO sécurisé. Près de 3500 agents sont déployés pour le FESFACO. Merci beaucoup, M. Salifou Taïta. Merci pour ces éléments d'information. Et je rappelle donc que vous êtes le président du comité d'organisation du FESFACO 2021. C'est moi qui vous remercie. Voilà, et nous poursuivons ce journal avec un autre sujet en lien toujours avec le FESFACO. Il s'agit du portrait de Yacouba Napon, plus connu sous le nom de MC-Z sur la scène musicale. Depuis 2014, il est entré dans le 7e art comme réalisateur et producteur. Nous lui donnons la parole dans ce portrait signé Kwale Nebié et Ahadi Sandamba. Il ne veut plus de nous, n'insistez pas, allons-y. Merci Madi, merci. Madi Ligdi, le dernier long métrage du réalisateur Yacouba Napon dit MC-Z. Danseur et artiste musicien de son état, MC-Z est depuis 2014 réalisateur de films. Je suis à Clermont-Ferrand en France et j'avais des amis qui regardaient le film avec moi et ils commentaient et ils critiquaient beaucoup que les films africains ressemblent beaucoup à des films, à du théâtre. Donc moi-même, je me suis dit, écoute, je vais me mettre dans la chose comme j'aime la chose. Il va donc se mettre à l'apprentissage du métier à travers des ateliers, des séminaires et autres cadres d'échange d'expérience en matière de cinéma. Une fois au pays, il s'essaie d'abord à l'étalonnage et au mixage de films avec la série Bambino du réalisateur Taïrou Ouedraogo et Média Afrique, un court-métrage d'Omar Kabori. Peu de temps après, MC-Z passe à la vitesse supérieure. Il réalise son tout premier film, Adieu, belle-mère. Un long métrage qui remporte le premier prix du plus grand nombre d'entrées en salle. 20 000 cinéphiles en 3 mois. C'était en 2017. Personne ne me croyait, mais celui-là, tant qu'on a en tant que musicien, qui va te donner son film pour que... Donc, il y a un seul ami que je vais bien parler de lui quand même, Yanou, qui m'a dit MC-Z, laisse tout ça. Fais ton œuvre, ils vont voir. À partir de ça, je pense que les gens pourront te juger.
M6Z réalisateur s'inscrit dans la logique de produire des films qui reflètent nos réalités, le vécu quotidien des Burkinabés, mais aussi des films avec un petit budget. Adieu belle-mère a été réalisé à 37 millions de francs CFA et Madi Ligdi à hauteur de 105 millions. Des films de belle facture, mais qui n'échappent pas aux mauvaises langues. Un jour, j'ai dit à un ancien, c'est vrai, devant les gens, il m'a diminué. Il m'a dit, toi, tu es un musicien, qu'est-ce que tu connais dans le cinéma? J'ai dit, je te respecte, mais si tu veux parler de cinéma avec moi, je pense que je vais te battre. Il m'a regardé, il m'a dit, mais tu n'es pas respecté. Je dis, mais grand frère, regarde ce que tu dis devant les gens. Non seulement je suis un homme populaire, je te respecte et tu veux me diminuer. À son actif, 15 films réalisés entre 2014 et 2020. En moyenne, M6Z produit 2 films chaque année. Adieu belle-mère, Folie d'amour, Rawoko, Parvenu, Amour sans retour, Wenpanga, Le destin de Rama, Madi Ligdi, la liste est longue. Avec tous ces films, le cinéaste n'a jamais bénéficié d'un fonds public. Quand on veut corriger même les dossiers des cinéastes, on veut les corriger comme une dictée. Par exemple, le fameux milliard qui est proposé par le président du Faso n'était pas qualifié. Mais en scénario, j'ai eu 4 sur 5, un truc comme ça. Donc, ça sortait l'un des meilleurs scénarios. Mais on me disqualifiait parce que mon budget, que c'est moyen et que j'ai fait des fautes dans l'écriture du scénario. C'est un budget de 700 millions de francs CFA que M6Z a proposé, nous confie-t-il. Dans les tiroirs, il nous confie également avoir plus de 70 scénarios. Restent maintenant les fonds pour la réalisation. Son plus grand rêve aujourd'hui, créer un centre de production de films au Burkina Faso. Peux-nous au moins visiter ta maison et boire un peu d'eau? Madi, tu as honte de nous, c'est ça? Voilà, et relativement au FESPACO, je vous donne lecture de ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État. La cérémonie officielle d'ouverture de la 27e édition du FESPACO, placée sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, initialement prévu le samedi 16 octobre 2025 à 15h au Palais des Sports de Ouaga 2000, est repoussé à 16h. Le lieu et la date restent inchangés. L'heure limite d'arrivée est fixée à 15h30. Dernier titre de l'actualité ce soir et direction Addis Abeba pour les échos de la session du Conseil consultatif de l'Union africaine. La bonne nouvelle pour le Burkina Faso, c'est l'élection de notre compatriote Minata Samaté au poste de commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social. Les enjeux de cette élection avec notre envoyé spécial Sanoua Christine Koulibaly. 45 voix pour, une abstention pour un total de 46 votants. Et voilà Minata Samaté Sessouma, élu commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social de l'Union africaine. Un plébiscite pour la candidate burkinabé, une élection obtenue de haute lutte diplomatique. J'étais très stressée. Comme vous le savez, le processus pour compléter les autres membres de la Commission de l'Union africaine a été un très long processus. Vous comprendrez l'émotion que j'ai. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Depuis juillet 2020, une grande équipe de campagne et toutes les ambassades du Burkina Faso ont mouillé le maillot et nous avons le résultat aujourd'hui. La bataille diplomatique a été portée par la CEDEAO aux côtés du Burkina Faso. Pour l'organisation sous-régionale et le Burkina, obtenir ce poste de commissaire était capital au même titre que le poste de commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité qui est aussi ouest-africain. Il y a eu un travail formidable qui a été fait par le président du Faso au sein de la CEDEAO d'abord pour faire en sorte que le deuxième poste qui revient à l'Afrique de l'Ouest soit attribué au Burkina Faso. Et le souhait aussi de l'Afrique de l'Ouest et surtout du Burkina Faso était le poste de santé, affaires humanitaires et développement social au regard des défis que nous avons, les défis internes au Burkina Faso. Comme vous savez, nous faisons face à plus de 1 400 000 déplacés. Il y a le contexte de la Covid-19. Pour toutes ces raisons-là, ce poste-là était stratégique à la fois pour le Burkina Faso
et pour l'Afrique de l'Ouest. Et la native de Orodara en est consciente. En plus des questions humanitaires et sanitaires qui urgent, Minata Samaté devrait également, dans les 4 prochaines années, travailler au renforcement de la lutte contre le trafic et l'usage illicite des drogues. La protection du patrimoine culturel africain ainsi que le développement du sport sur le continent sont également des chantiers qui l'attendent. Et puis on termine ce journal avec une triste nouvelle. El Hadj Emma Jafar Ouattara a rendu l'âme ce vendredi 15 octobre en Côte d'Ivoire. Prêcheur bien connu au Burkina Faso et au-delà, Jafar était celui qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Défenseur de la veuve et de l'orphelin, artisan de la paix et de la cohésion sociale, le guide spirituel du comité culturel de la génération des 3 testaments a prêché tout au long de sa vie. Manikayen et Karim Sissi. Cette voix que vous entendez s'est éteinte à jamais. El Hadj Emma Jafar Ouattara a rendu l'âme au petit matin de ce vendredi 15 octobre 2021 au bord de la lagune Ibrié. L'homme que la communauté musulmane pleure aujourd'hui est un prêcheur atypique, fondateur et guide spirituel du comité culturel de la génération des 3 testaments, à savoir la Torah, le Nouveau Testament et le Coran. El Hadj Jafar était connu pour ses propos tranchants et durs. Il était le défenseur des orphelins et des veuves. Esprit dolo alayado farkolora. Il y avait un esprit en lui. Il était extraordinaire. Sinon la prison et l'exil qu'il a fait, il allait abandonner la prêche. Même la mise en place de l'association des 3 testaments lui a été révélée. Hale angatoro sigi, comité culturel de la génération des 3 testaments, a dira mani révélation au livre Saba. Notre maître a passé le plus grand de son existence à prêcher les paroles des 3 testaments. C'est ce qu'il nous a enseigné. Il a beaucoup œuvré pour la cause des veuves et des orphelins. El Hadj Emma Jafar Ouattara touchait presque à tous les sujets d'actualité. De la politique à la cohésion sociale, en passant par les faits sociaux, la religion, la santé et l'éducation. Bref, rien n'était un tabou pour lui. Il était cette lumière qui éclairait le chemin de bon nombre de personnes et donnait de l'espoir aux désespérés. Pour nombreux de ses disciples, son décès est une véritable perte. L'Afrique a perdu un grand homme, un laïcon, je peux dire comme ça, au Burkina. Tout le monde le connaissait. Quand il parlait, c'était franche. Quand il parlait avec des arguments, des versets qui donnaient, que personne ne peut contester ces versets. Bon, avec ça, il défendait beaucoup de personnes. Il défendait beaucoup des pauvres. Ce que je vais demander aux gens, ils n'ont qu'à vraiment penser à ces paroles-là. On n'a qu'à être soudés. En tout cas, vraiment rien n'est tel. Né en 1944 à Ouagadougou dans les Cascades, El Hadj Emma Jafar Ouattara a suivi sa formation de maître coranique à Bonokui, au Burkina Faso. Il a aussi sillonné le Mali, le Sénégal et bien d'autres pays à la quête du savoir. Jafar laisse derrière lui des veuves et des orphelins, ainsi qu'un lourd héritage aux mains de ses disciples. Voilà, puis son âme reposer en paix et toutes nos condoléances à ses proches. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi et merci de votre fidélité au programme de la RTB.